Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Sauderaie en acier. On n'était pas plus de 300 car le bataillon était décimé par cette rude guerre. C'était l'époque où, après l'Argonne, Jean Mappe et Valmy, du 1er bataillon de Paris qui était de 600 volontaires, il restait 27 hommes, du 2e 33 et du 3e 57. Temps des luttes épiques. Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient 912 hommes. Chaque bataillon avait 3 pièces de canon. Ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Goyer étant ministre de la Justice et Bouchotte étant ministre de la Guerre, la section du Bon Conseil avait proposé d'envoyer des bataillons de volontaires en Vendée. Le membre de la commune Lubin avait fait le rapport. Le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir 12 000 soldats, 30 pièces de campagne et un bataillon de canonniers. Ces bataillons, faits si vite, furent si bien faits qu'ils servent aujourd'hui de modèle. C'est d'après leur mode de composition qu'on forme les compagnies de ligne. Ils ont changé l'ancienne proportion entre le nombre des soldats et le nombre des sous-officiers. À boire pour le capitaine décapité. Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 23e épisode du podcast consacré à 93 de Victor Hugo. Alors si vous vous souvenez, dans le 10e épisode du podcast, on avait présenté L'Homme qui rit, que Victor Hugo a publié en 1869, il me semble. 93, ça vient un peu plus tard, en 1874. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans un projet initial qui n'a pas abouti, L'Homme qui rit devait ouvrir une trilogie consacrée à la Révolution française, et 93 devait clore cette trilogie. Donc déjà, on va commencer par éclairer un petit peu le titre, 93, écrit à la façon de Victor Hugo, 80 en un seul mot, tiré 13. 93, ça fait référence à l'année 1793, donc autant dans L'Homme qui rit, la toile de fond historique ne semble à la lecture pas si importante, autant dans 93, ça semble assez primordial d'avoir quelques connaissances que Victor Hugo va nous fournir un petit peu. On va entendre parler de Danton, de Robespierre, de Marat, des Jacobins, de la Convention. On va apprendre des choses sur cette période, mais ça peut être pour vous l'occasion d'en lire un petit peu plus, d'aller commencer peut-être sur Wikipédia, puis pourquoi pas d'aller en bibliothèque réapprendre ou apprendre des choses sur cette période. Donc, pour rappel des faits, un petit peu, en septembre 1792, la France est gouvernée par une assemblée constituante qui s'appelle la Convention, justement. La Convention, on voit cette expression, ce terme dans 93, et Victor Hugo ne nous dit pas tout de suite ce que c'est, et il nous fait pas un cours d'histoire. En janvier 1793, Louis XVI est exécuté. Et puisque 93 fait vraiment référence au début, puis c'est le cœur un peu du récit, mars 93, c'est le début des guerres de Vendée. En mars, notamment à cause de la levée en masse, qu'on appelle la levée en masse, c'est-à-dire la Convention qui décide d'enrôler 300 000 Français, 300 000 gaillards. Je crois que ça se fait par tirage au sort pour reconstituer l'armée républicaine. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que l'armée républicaine a été fortement diminuée. Alors, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Enfin bref, on enrôle de force beaucoup de gens, 300 000 personnes quand même, c'est beaucoup. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, notamment aux paysans. Et les Vendéens, ça tombe bien, c'est plein de paysans et des gens, visiblement, alors moi j'ai pas étudié cette période en histoire, j'ai pas fait d'études d'histoire, mais les Vendéens seraient restés profondément religieux,
attaché à la royauté, donc cette décision de la Convention met le feu aux poudres. Alors faut pas s'imaginer que les Vendéens vont constituer une armée et puis hop, foncer sur Paris, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. C'est la Convention, les républicains qui vont envoyer des soldats mater cette insurrection. Enfin, quand on dit des guerres de Vendée, c'est parce que ça a vraiment été des guerres, un long conflit qui a duré jusqu'en 1796, début de l'année 96, et puis ça fera en tout plus de 200 000 morts, sera complètement dévasté des villes entières, et puis vous allez voir ça un peu dans Victor Hugo. Alors il va pas décrire tout ce qui s'est passé, enfin on comprend bien qu'il y a eu des horreurs, des atrocités de fait, on a décimé des villages entiers pour mater ces affreux Vendéens royalistes. Bon, et si un jour vous vous perdez en Vendée, ou si vous avez de la famille vendéenne qui vous force à visiter le Puy du Fou, le parc d'attractions très célèbre, vous allez voir qu'on vous raconte une certaine histoire de cette période, avec une certaine animosité, un certain ressentiment, mais vous allez voir que, ça n'a pas été super bien pris d'avoir des villages entiers, des villages, ça veut dire les villageois, les habitants dedans, d'exterminer par les colonnes infernales de la République. Comment Victor Hugo va-t-il pourquoi il écrit ce roman, comment il va se mettre en forme toute cette histoire, quelle histoire il crée dans l'histoire, comme on dit. Il va poser 3 personnages, dont le premier s'appelle Lantenac et incarne l'Ancien Régime. Alors toute l'apparition de ce personnage est assez magnifique, tient en de nombreuses pages, parce qu'au début on ne sait pas qui c'est, puis tout d'un coup on comprend que c'est Lantenac, et puis on le présente un peu comme ça, donc je vais vous lire quelques lignes pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle tout ça. Le vieillard avait gravi la dune du côté opposé et n'avait pas vu cette affiche en arrivant. Il monta sur la borne où il était assis et posa sa main sur le coin du placard que le vent soulevait. Le ciel était serein, les crépuscules sont longs en juin, le bas de la dune était ténébreux, mais le haut était éclairé. Une partie de l'affiche était imprimée en grosses lettres, et il faisait encore assez jour pour qu'on pût les lire. Il lut ceci. République française, une et indivisible. Nous, prieurs de la Marne, représentants du peuple en mission près de l'armée des côtes de Cherbourg, ordonnons. Le ci-devant marquis de Lantenac, vicomte de Fontenay, soi-disant prince breton, furtivement débarqué sur la côte de Granville, est mis hors la loi, sa tête est mise à prix, il sera payé à qui le livrera, mort ou vivant, la somme de 60 000 livres. Cette somme ne sera point payée en assignats, mais en or. Un bataillon de l'armée des côtes de Cherbourg sera immédiatement envoyé à la rencontre et à la recherche du ci-devant marquis de Lantenac. Les communes sont requises de prêter main forte. Fait en la maison commune de Granville, le 2 juin 1793, signé prieur de la Marne. Au-dessous de ce nom, il y avait une autre signature, qui était en beaucoup plus petit caractère et qu'on ne pouvait lire à cause du peu de jours qui restaient. Le vieillard abaissa son chapeau sur ses yeux, croisa sa cape de mer jusque sous son menton, et descendit rapidement la dune. Il était évidemment inutile de s'attarder sur ce sommet éclairé. Il y avait été peut-être trop longtemps déjà. Le haut de la dune était le seul point du paysage qui fût resté visible. Quand il fut en bas et dans l'obscurité, il ralentit le pas. Il se dirigeait dans le sens de l'itinéraire qu'il s'était tracé vers la métairie, ayant probablement des raisons de sécurité de ce côté-là. Tout était désert, c'était l'heure où il n'y avait plus de passants. Derrière une broussaille, il s'arrêta, défit son manteau, retourna sa veste du côté velu, rattacha à son cou son manteau, qui était une guenille nouée d'une corde, et se remit en route. Il faisait clair de lune. Il arriva à un embranchement de 2 chemins où se dressait une vieille croix de pierre. Sur le piédestal de la croix, on distinguait un carré blanc qui était vraisemblablement une affiche pareille à celle qu'il venait de lire. Il s'en approcha. « Où allez-vous » lui dit une voix. Il se retourna. Un homme était là, dans les haies, de haute taille comme lui, vieux comme lui en cheveux blancs et plus en haillons encore que lui-même, presque son pareil. Cet homme s'appuyait sur un long bâton. L'homme reprit. « Je vous demande où vous allez. »« D'abord, où suis-je » dit-il avec un calme presque hautain. L'homme répondit. «
Vous êtes dans la seigneurie de Tanis, et j'en suis le mendiant, et vous en êtes le seigneur. Moi ? Oui, vous, monsieur le marquis de Lantenac. Bon, et il va y avoir deux autres personnages qu'on va suivre. On va suivre tour à tour donc le marquis de Lantenac que je vous ai présenté. Et puis on va suivre aussi son petit-neveu, Gauvin, qui incarne l'aspect, on va dire, l'avenir généreux de la République. Et puis on va suivre un autre personnage beaucoup plus dur qui s'appelle Simourdin, qui lui représente plutôt l'aspect sombre de la République, celui qui va être à l'œuvre dans ce roman à travers à travers la Révolution, et puis ce qu'on a appelé donc la terreur, c'est-à-dire le moment, on va dire, le plus dur des guerres de Vendée. Donc bon, c'est bien normal, je voulais vous présenter l'aspect historique, le récit en tant que tel de 93, mais ce que je voulais faire aussi, c'était vous reparler du fait que Victor Hugo était un écrivain, donc il peut pas se contenter de nous raconter une histoire, et de nous raconter une histoire dans l'histoire, comme on dit avec un grand H, mais qui allait avoir des passages absolument magnifiques. Et on va commencer par une description qui peut paraître toute simple, qui est, en fait, bon, c'est à bord d'un bateau dans lequel se trouve Lantenac. À ce moment-là de la lecture, on ne sait pas qui est ce Lantenac, on nous le décrit comme un vieillard, on dit à chaque fois le vieillard ceci, le vieillard cela, et il va se passer une chose, c'est que un canon va se détacher, alors ça va causer un énorme danger à bord, et cette description de ce danger va durer de longues pages que je trouve absolument magnifique. Alors je vais pas tout vous lire parce que c'est un passage assez long, mais je voulais, en guise un peu de témoignage de la beauté de ce texte, vous lire avec Hué un passage que voici. Une des garonnades de la patrie, une pièce de 24, s'était détachée. Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de guerre au large et en pleine marche. Un canon qui casse son amarre devient brusquement on ne sait quelle bête surnaturelle. C'est une machine qui se transforme en un monstre. Cette masse court sur ses roues, a des mouvements de billes, de billard, penche avec le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît méditer, reprend sa course, traverse comme une flèche le navire d'un bout à l'autre, pirouette, se dérobe, s'évade, se capre, heurte, ébrèche, tue, extermine. C'est un bélier qui peint à sa fantaisie une muraille. Ajoutez ceci, le bélier est de fer, la muraille est de bois. C'est l'entrée en liberté de la matière. On dirait que cet esclave éternel se venge. Il semble que la méchanceté qui est dans ce que nous appelons les objets inertes sorte et éclate tout à coup. Cela a l'air de perdre patience et de prendre une étrange revanche obscure. Rien de plus inexorable que la colère de l'inanimé. Ce bloc forcené a les sauts de la panthère, la lourdeur de l'éléphant, l'agilité de la souris, l'opiniâtreté de la cognée, l'inattendu de la houle, les coups de coude de l'éclair, la surdité du sépulcre. Il pèse 10 000 et il ricoche comme une balle d'enfant. Ce sont des tournoiements brusquement coupés d'angle droit. Et que faire ? Comment en venir à bout ? Une tempête cesse, un cyclone passe, un vent tombe, un mât brisé se remplace, une voie d'eau se bouche, un incendie s'éteint. Mais que devenir avec cette énorme brute de bronze ? De quelle façon s'y prendre ? Vous pouvez raisonner un dogue, étonner un taureau, fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion. Aucune ressource avec ce monstre, un canon lâché. Vous ne pouvez pas le tuer, il est mort, et en même temps il vit. Il vit d'une vie sinistre qui lui vient de l'infini. Il a sous lui son plancher qui le balance. Il est remué par le navire, qui est remué par la mer, qui est remué par le vent. Cet exterminateur est un jouet. Le navire, les flots, les souffles, tout cela le tient. De là sa vie affreuse. Que faire à cet engrenage ?
Comment entraver ce mécanisme monstrueux du naufrage? Comment prévoir ses allées et venues, ses retours, ses arrêts, ses chocs? Chacun de ces coups au bordage peut défoncer le navire. Comment deviner ces affreux méandres? On a affaire à un projectile qui se ravise, qui a l'air d'avoir des idées, qui change à chaque instant de direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter? L'horrible canon se démène, avance, recule, frappe à droite, frappe à gauche, fuit, passe, déconcerte l'attente, broie l'obstacle, écrase les hommes comme des mouches. Toute la terreur de la situation est dans la mobilité du plancher. Comment combattre un plan incliné qui a des caprices? Le navire a, pour ainsi dire, dans le ventre la foudre prisonnière qui cherche à s'échapper. Quelque chose comme un tonnerre roulant sur un tremblement de terre. Bon, et puisque 93 est une année épouvantable, il va y avoir forcément des descriptions de combats, dont je peux vous lire un petit passage, pas trop long pour vous laisser toute la fraîcheur, l'intérêt de découvrir les textes, mais enfin il y a un village, Dole, qui est assiégé pendant la nuit, et donc je vais par Gauvin justement. Donc je vais vous lire juste un tout petit passage un petit peu pour vous montrer un peu le style de Victor Hugo dans un exercice comme celui-ci, parce qu'on n'a pas forcément cette image-là de Victor Hugo. Donc c'était Gauvin. Je commençais comme ça. C'était Gauvin. Il avait surpris les grandes gardes. Il était dans la ville et il tenait avec sa colonne la tête de la rue. Un paysan se dressa, cria « Qui vive !» et lâcha son coup de fusil. Un coup de canon répliqua, puis une mousqueterie furieuse éclata. Toute la cohue assoupie se leva en sursaut. Rude secousse, s'endormir sous les étoiles et se réveiller sous la mitraille. Parce que le village, on l'a compris, dormait, quoi. On les surprend pendant la nuit. Le premier moment fut terrible. Rien de tragique comme le fourmillement d'une foule foudroyée. Ils se jetèrent sur leurs armes. On criait, on courait, beaucoup tombaient. Les gars, assaillis, ne savaient plus ce qu'ils faisaient et s'arquebusaient les uns les autres. Il y avait des gens ahuris qui sortaient des maisons, qui y rentraient, qui sortaient encore et qui erraient dans la bagarre et perdus. Des familles s'appelaient, combats lugubres, mêlés de femmes et d'enfants. Les balles sifflantes rayaient l'obscurité. La fusillade partait de tous les coins noirs. Tout était fumée et tumulte. L'enchevêtrement des fourgons et des charrois s'y ajoutait. Les chevaux ruaient. On marchait sur des blessés, on entendait à terre des hurlements. Horreur de ceci, stupeur de cela. Les soldats, les officiers se cherchaient. Au milieu de tout cela, de sombres indifférences. Une femme allaitait son nouveau-né, assise contre un pan du mur auquel était adossé son mari qui avait la jambe cassée et qui, pendant que son sang coulait, chargeait tranquillement sa carabine et tirait au hasard, tuant devant lui dans l'ombre. Des hommes à plat ventre tiraient à travers les roues des charrettes. Par moments, il s'élevait un ourvari de clameurs. La grosse voix du canon couvrait tout, c'était épouvantable. Bon, et Victor Hugo a une phrase dans le roman qui dit tout de 93. Donc je vous dis pas où ça se situe, bon, vous lirez tout ça, mais il dit ceci sur 93. 93 est la guerre de l'Europe contre la France et de la France contre Paris. Et qu'est-ce que la Révolution ? C'est la victoire de la France sur l'Europe et de Paris sur la France. De là, l'immensité de cette minute épouvantable, 93, plus grande que tout le reste du siècle. Bon, moi je trouve que c'est une phrase magnifique et je voulais terminer sur un passage bien particulier. Alors je vais pas encore une fois tout vous lire parce que c'est un long passage qui est très beau. Bon, je vais voir si je vous lis tout ou si je coupe un petit peu. Donc ça s'appelle, alors c'est loin dans le roman, mais ça ne dévoile pas des éléments clés de l'intrigue, mais c'est un passage que je voulais vous lire parce que c'est intéressant. Donc le chapitre s'appelle « Cependant le soleil se lève ». Le jour ne tarda pas à poindre à l'horizon. En même temps que le jour, une chose étrange, immobile, surprenante, et que les oiseaux du ciel ne connaissaient pas, apparut sur le plateau de la Tourgue au-dessus de la forêt de Faugères. Cela avait été mis là dans la nuit. C'était dressé plutôt que bâti. De loin sur l'horizon, c'était une silhouette faite de lignes droites et dures, ayant l'aspect d'une lettre hébraïque ou d'un de ces hiéroglyphes d'Égypte qui faisait partie de l'alphabet de l'antique énigme. Au premier abord, l'idée que cette chose éveillait était l'idée de l'inutile. Elle était là, parmi les bruyères en fleurs. On se demandait à quoi cela pouvait servir, puis on sentait venir un frisson.
C'était une sorte de tréteau ayant pour pied 4 poteaux. À un bout du tréteau, 2 hautes solives, debout et droites, reliées à leur sommet par une traverse, élevaient et tenaient suspendu un triangle qui semblait noir sur l'azur du matin. À l'autre bout du tréteau, il y avait une échelle. Entre les 2 solives, en bas, au-dessous du triangle, on distinguait une sorte de panneau composé de 2 sections mobiles qui, en s'ajustant l'une à l'autre, offraient au regard un trou rond, à peu près de la dimension du cou d'un homme. La section supérieure du panneau glissait dans une rainure, de façon à pouvoir se hausser ou s'abaisser. Pour l'instant, les 2 croissants qui, en se rejoignant, formaient le collier étaient écartés. On apercevait au pied des deux piliers portant le triangle une planche pouvant tourner sur charnière et ayant l'aspect d'une bascule. À côté de cette planche, il y avait un panier long et entre les 2 piliers, en avant et à l'extrémité du tréteau, un panier carré. C'était peint en rouge. Tout était en bois, excepté le triangle qui était en fer. On sentait que cela avait été construit par des hommes, tant c'était laid, mesquin et petit. Et cela aurait mérité d'être apporté là, par des génies, tant c'était formidable. Cette bâtisse difforme, c'était la guillotine. Donc voilà, je voulais vous lire ces petits passages qui semblent plus ou moins déconnectés, enfin qui sont des descriptions, et j'ai tendance à penser que ce qui est proprement littéraire dans un roman, ce sont vraiment ces descriptions-là, et Victor Hugo est quand même bon, c'est pas pour dire que c'est le top du top ou que c'est le chef des descriptions, et il y en a d'autres, puis on pourrait parler de Balzac, et notamment il y a un texte qui s'appelle Les Chouans de Balzac, dont c'est assez marrant parce qu'apparemment Victor Hugo avait forcément lu ce texte, et il n'en a jamais parlé, il ne l'a jamais cité en référence. Bon, moi, dans mon petit cœur, je préfère 93, mais vous pouvez lire aussi Les Chouans de Balzac. Bon, je voulais vous lire c'est surtout ces derniers passages là, dont celui que je vous ai lu avec Hué surtout, qui a lu la description du canon là. Bon, ça c'est très déconnecté de l'histoire, mais c'est une belle description, puis c'est intéressant là ce canon, et vous avez vu tout de suite, on en avait parlé un petit peu dans L'Homme qui rit, ce style propre à Victor Hugo, enfin peut-être imitable, mais inégalable, et ce rythme bien particulier que moi j'adore, parce que c'est à la fois sensible et extrêmement, très intelligent. Il y a une construction comme ça qui me semble unique en littérature. Et puis donc dans ces 2 derniers extraits là, à la fois la bataille, bon je vous ai lu vraiment un tout petit passage pour vous montrer que Victor Hugo montre bien l'horreur de ces guerres. Puis quand je vous ai dit au début que quand on a parlé un petit peu de la terreur, bon il y a des villages entiers qui ont été décimés, on a jeté des gens du haut de la falaise, enfin on n'y est pas allé de main morte, on n'a pas appelé ça la terreur pour rien. Et puis ce dernier passage là sur l'apparition de la guillotine qui me semble intéressant. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la guillotine et de Monsieur Guillotine, et puis vous avez peut-être lu le dernier jour d'un condamné, on pourrait peut-être en lire, mais rien que dans la description, dans l'apparition de cet objet là, de cette bâtisse, en fait il y a déjà tout, je trouve, le dernier jour d'un condamné, rien que dans cette description, dans cette apparition de la guillotine. Donc libre à vous maintenant de commenter cet épisode, Rendez-vous sur le site commentpassant.fr ou sur les réseaux sociaux. On se retrouvera soit pour une présentation de texte, soit sur un sujet dit de réflexion, enfin c'est pas vraiment comme ça que je le vois, mais sur un peu de cogitation. Bon, on verra selon ce qu'on arrive à avancer. Je vous rappelle encore une fois que pour le dernier épisode de la saison 1, vous êtes appelés, invités à participer, à contribuer. Alors, le top du top, c'est si vous avez écrit un poème un jour ou l'autre dans votre vie, ou que vous avez envie de vous lancer sur même quelques lignes, que vous voulez vous enregistrer, vous m'envoyez le fichier, Google Drive, WeTransfer, tout ce que vous voulez, par mail, par disquette, CD-ROM, cassette, bref. Vous pouvez m'envoyer tout ça pour, on va dire, première semaine de décembre. Un peu moins top, vous m'envoyez le texte et je le lis, mais avouez que c'est un peu moins rigolo. Tout aussi top, vous lisez le poème de quelqu'un d'autre, un poème que vous aimez beaucoup, ou un
petit passage d'un roman que vous aimez beaucoup, et puis vous pouvez dire pourquoi, et vous pouvez aussi me dire un coucou, vous pouvez chanter, en fait, vous pouvez contribuer un peu à votre manière à ce dernier épisode de la saison 1 de Comme en passant, qui sera publié très probablement la dernière semaine de décembre. Et bien voilà pour l'épisode consacré à 93. C'est un petit peu audacieux de ma part de présenter 93 comme ça, mais encore une fois, je juge toujours très inutile de vous résumer les clés de l'intrigue et vous parler des thèmes abordés dans le texte. Non, moi je veux juste vous donner quelques petits indices et sélectionner des passages qui me semblent vraiment beaux, tout simplement. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, tout le roman est magnifique, mais... Et voilà, et puis intégrer ça dans effectivement quelques connaissances historiques de cette période bien particulière de la Révolution française. Et il me semble je trouve que c'est génial d'avoir ce roman-là et de pouvoir le lire aujourd'hui pour se rendre compte d'un aspect de notre histoire. Alors après, il y a d'autres choses à lire de Victor Hugo pour voir la suite un peu de cette histoire au 19e siècle, mais enfin... Voilà, en tout cas, on peut commencer avec L'homme qui rit, vous voyez, et dans 93, ça a beau avoir une toile de fond historique beaucoup plus présente, on a encore des choses comme ça, un peu presque surréalistes, façon Homme qui rit, dans un roman qui pourrait être un roman historique barbant. Bah non, on est dans du Victor Hugo, on est en territoire artiste. Victor Hugo est un écrivain, donc ça pouvait être que comme ça. Voilà. Bon, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao.